Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. On est ravis de vous retrouver, vacances scolaires ou pas. Nous, on est là. Ça fait bien longtemps, malheureusement, qu'on a arrêté l'école. N'est-ce pas, Théo? Comment vas-tu? Mais écoute-moi, ça va très bien. Apparemment, j'y suis resté longtemps, mais je t'avoue que je regrette pas tant que ça. Avoir des devoirs, bosser le week-end. Maintenant qu'on travaille, on sait plus ce que c'est ça, devoir travailler après 17 heures, tout ça, Surtout ou qu'on avait, devoir se on avait coucher tard, on sait plus ce l'assurance, que c'est. on avait l'assurance et la forme de se lever surtout la nuit pour voir des matchs NBA, ce qu'on n'est plus trop capable de faire. En ce- Comme disent les hommes politiques, personnellement, en ce qui me concerne, de mon côté, pour ma part, virgule, donc histoire de comprendre, c'est bien pour toi, je n'ai plus la force de me lever à 4 heures. Moi, ça, je peux le faire, mais après, il me faut une semaine pour récupérer. Mais Donc, c'est si ça, ah après oui, j'ai une la force, semaine on de l'a. vacances ou avec rien à gérer, pas de problème. C'est la suite qui est compliquée. J'ai l'impression d'être dans Interstellar où chaque jour qui suit compte pour une semaine. C'est ça. Exactement. Bon, comment Euh, ça va, écoute, toi? bon, écoute, ça va pas mal. Bonne reprise de la saison. Alors, on Ouais. enregistre jeudi, donc il s'est peut-être passé mille choses en ce dimanche où vous regardez cette émission. Mais voilà, on est un lendemain de premier match de Victor Wembanyama. On s'est réveillé avec moins la gueule de bois que le lendemain de la mort de D'Angelo qu'on vous a annoncé la semaine dernière suite à cette émission spéciale. Vous avez été nombreux à la regarder, à nous donner plein de liens pour aller trouver notamment le fameux enregistrement audio. Ouais, merci beaucoup de cette tour. D'ailleurs, je me suis replongé dedans et c'est marrant. Merci à l'auditeur. J'ai malheureusement pas noté son nom qui nous a permis de retrouver ça. Mais au Northwest Festival, je crois, c'était ça, hein, l'enregistrement. Alors Ouais. comme c'était un enregistrement dans un festival, forcément le concert est moins long que ce que nous on avait pu voir. Théo, c'est un concert qui dure Ouais. 1h10. Mais franchement, c'est marrant, hein, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Enfin, vraiment, comme quoi ça m'était rentré dans la tête 25 ans plus tard. Disons, j'ai jamais entendu ces versions-là et je m'en rappelais encore. Tu Ouais, carrément. Bah, c'est Chris. Je recherchais le nom de l'auditeur. vois. Merci Chris Merci à vraiment de Chris. nous Ouais, avoir envoyé ce lien parce que ouais, c'est vrai que super. j'ai été complètement passé au travers. Et oui, c'est un petit peu côté Madeleine de Proust, quoi. Tu te replonges dans un univers, une époque. C'est ça qui est magique. Enfin, alors chacun a ses. Je sais que tu vois, des gens ont ça pour la nourriture, parfois pour les odeurs. T'as une odeur une odeur, tout à coup, ça va te rappeler vraiment un souvenir hyper précis. Pour la musique, moi, c'est vrai que c'est assez fou, hein. Il y a des choses, j'ai l'impression que ça me téléporte pile à l'endroit où j'étais, soit au moment où j'ai écouté la chanson la première fois, où j'ai acheté le disque, ou un moment un peu particulier qui se jouait pendant que j'écoutais ça. Et là, c'est un petit peu ça avec ce live de D'Angelo. Moi, ça m'a bien fait ça aussi. Ouais. Moi, ça me fait ça tous les matins à Marseille, dans certaines rues où les poubelles ne sont pas enlevées, cette odeur compliquée qui me rappelle Chris Paul tous les matins. C'est marrant, je pense à lui. C'est, voilà, c'était gratos. Ça me faisait Bim, plaisir. ça part à balles réelles. Les pauvres Clippers qui sont déjà tout vieux et qui ont réussi à se faire taper par le Jazz. Désolé, on vous parle des résultats, mais c'est vrai qu'on était un peu excités avec la reprise de la NBA, donc c'est les trucs que j'avais pas vu venir, ça. Non, non, mais c'est une catastrophe. Je vais te poser quelques petites questions. On va se faire notre petit épisode freestyle qu'on aime bien, Théo. Je sais que tu es Ouais. tellement dans le jus en ce moment que tu n'as même pas le temps de te poser toi-même quelques questions du style qu'est-ce que je mange ce soir ou qu'est-ce que je vais regarder à la télé. Donc, je vais m'occuper de toi. Je vais te border, te mettre ta couette, te mettre ta petite tisane sur ta table de nuit, même tenir ton livre s'il le faut et tourner les pages. Ne t'inquiète pas. Magnifique, ça. Aux petits oignons. Mamie Pierre Armand pour s'occuper de moi, y a pas mieux. Tu sais que je suis là pour toi. Le MOOC French Touch est toujours en précommande. Si vous souhaitez mettre la main dessus, n'hésitez pas. On fera un long euh, épisode dessus où on prendra point par point, article par article. Euh, mais moi, la question que je voulais te poser, c'est la première. Quand je te parle de French Touch, Théo, toi, Guillaume, Julien, vous avez évoqué ce terme. De manière même plus générale, quand tu entends le mot French Touch, à quoi tu penses? Alors, les différences sont variables. C'est que je vais commencer par l'aspect basket, parce que c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le basket vraiment, quand je m'y suis mis, pour moi, j'avais quand même une image assez ringarde,
du basket français, ce dont parle notamment un petit peu David Cosette, qu'on a eu la chance d'avoir comme participant de notre interview table ronde. Voilà, je regardais la NBA, je voyais David Robinson, Karl Malone, etc. Je regardais vers la France, je voyais les frères Gadou Apo ou d'autres. Donc j'ai eu un petit peu de mal finalement à m'y faire parce que c'est vrai que je suis tombé dans le basket par le basket américain. Et c'est à la fois un basket que j'ai appris à apprécier, à connaître son histoire au fur et à mesure du temps. Et c'est aussi un basket qui a énormément évolué. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette image ringarde, elle est complètement oubliée. Il y a différents joueurs, différentes équipes aussi qui ont permis de mettre ça de côté. Et maintenant, si tu me parles de French Touch, en fait, vraiment le premier personnage, moi, que ça m'évoque, instantanément, je pense à Nando De Colo parce que c'est le joueur français sans doute que j'ai préféré voir jouer et il y a le côté voilà ce côté toi touch, le côté touché un petit peu talent inné, sens de la passe, la vision de jeu, l'élégance. C'est le premier joueur auquel je pense. Et après, il y en a des tonnes. Si je repars en arrière, je repars sur Mustapha Sonko, qui a vraiment été une icône pour pas mal de joueurs de ma génération. Bien sûr, l'avènement de Tony Parker et compagnie. Et puis aujourd'hui, Victor Wembanyama et les autres. Merci d'ailleurs à Victor Wembanyama d'avoir fait un carton sur le premier match. On allait un peu moins... S'il avait fait un vilain 2 sur 26, par exemple, on aurait eu l'air un peu con avec notre MOOC spécial French Touch. Mais voilà, pour le basket, c'est un petit peu tout ça. Et bien sûr, les Antoine Rigaudot, Alain Gilles, que j'ai appris à découvrir bien après sa carrière, etc. Et d'un sens plus large, pour élargir un petit peu sur les aspects culturels, j'ai l'impression que French Touch, je pense quand même justement à cet aspect culturel. J'ai l'impression que la place de la culture dans notre pays, c'est pas forcément celle qui existe partout. Alors malheureusement, on peut regretter qu'elle soit un petit peu sur le repli, hein, quand on voit les coupes budgétaires, notamment allouées dans les budgets que ce soit Radio France ou le service. En gros, la culture en France, c'est assez alarmant, mais j'ai l'impression que c'est ce qui me viendrait en tête en premier, et j'ai l'impression que c'est un petit peu encore l'image qu'il nous reste à travers le monde, ce côté culture, connaissance, amour pour les arts. Parfait. Et je te retourne forcément la question, Pierre-Armand, toi, qu'est-ce que ça... Non, moi, c'est musical, quand j'entends Oui. ce mot-là, parce que bon, alors, en sport, quand on parle de French, on parle souvent de French flair au rugby. Mais oui, de touche française sur certaines choses, de romantisme à la française en football, à l'époque Zidane, etc. Même bien avant, à l'époque que tu aimes tant, avec le carré magique de Platini, Giresse, avec Jean Tigana, etc. dans les années 80. Mais bon, pour moi, la French Touch, c'est bien sûr le fait de voir l'Angleterre à un moment presque mettre genou à terre et chanter la Marseillaise en voyant débarquer des artistes comme Dimitri from Paris, Cassius, Daft Punk, etc. Où c'était le tapis rouge à la France ouvert sur quelque chose dans lequel on était invisible, voire totalement ringard. Faut pas l'oublier. Alors après, la French Touch telle qu'on la connaît, telle qu'on l'imagine, de justement cette fin des années 90, c'est assez éclair, hein, parce que 2003, 4, 5, c'est déjà fini, hein, cette folie, ces soirées, parce que même les soirées organisées en France, les soirées respect par David Blow, qui étaient faites au Queen, etc., s'exportaient dans le monde entier. Les compilations de Dimitri from Paris à la Playboy Mansion, ces choses-là, on s'exportait dans le monde entier. C'était nous les rois du pétrole. Donc c'est passé relativement vite, même si l'appellation grand public, elle a continué à vivre là-dessus. D'ailleurs, il y a plein de compiles qui sortent en ce moment là-dessus, sur French Touch. Je crois que Nova vient de sortir une compile spéciale French Touch avec les grands hymnes de cette époque-là et un peu au-delà. Voilà, oui, moi, le mot French Touch, c'est assez musical. Donc, c'est pour ça que je suis ultra impatient de lire le MOOC parce que j'ai bien hâte de voir ce que vous allez nous raconter là-dessus. Ouais, il y a pas mal de choses. C'est intéressant que tu parles de la French Touch côté musical, parce que si vous avez bien regardé la couverture du SMOOC, vous aurez repéré qu'en bas à gauche de la cover, il y a forcément il y a les Daft Punk qui sont aussi présents sur la cover. Il y a un papier très très sympa, signé par mon ami Pierre-Armand Samama, au sujet justement de la French Touch et de Daft Punk. Mais voilà, on était obligé de... C'est vrai que ce terme
à l'international, il évoque la musique, mais c'est intéressant de voir. Voilà, aujourd'hui en NBA et de plus en plus maintenant en WNBA aussi, le nombre de joueurs et de joueuses qui s'illustrent, il y a un label C'est français, clair. France, qui est recherché par les recruteurs. On a du talent, on sait dans une certaine mesure, les faire pousser, les développer. Et bah voilà, maintenant le challenge, je pense, ça va être ça va être de rester, de garder cette place-là et de continuer à grimper. Et pour nos joueurs, on a beaucoup de joueurs qui partent. Tous ne font pas finalement vraiment carrière. Et l'objectif, c'est ça maintenant. C'est ceux qui partent là-bas, de voir comment ils peuvent arriver à se faire une place pour de vrai. Ben, on va voir ça et on va suivre ça. Autre question, Théo, tu n'es pas, toi, je sais que tu as ta carte de presse, tu n'es pas accrédité à Maison Blanche. Non, non, non. Non, Non. on m'avait demandé, j'hésitais, finalement, je dis, bon, c'est compliqué. Là, je dois enregistrer le Hop Culture avec Pierre Armand, donc non. Finalement, j'ai Puis on dit peut non. pas le J'ai faire en décliné. télétravail, t'as pas le droit. Bon. Tu sais que la porte-parole du gouvernement est une délicieuse jeune femme qui s'appelle Caroline Levitt. Je pense que tu l'as déjà vue plusieurs fois. Et alors, à la Maison Blanche en ce moment, ils ont un nouveau petit délire. C'est que quand on leur pose une question, ils répondent ta mère. Et alors, ça me sidère. Ça, c'est la première chose, mais ça me régale. Là, un journaliste du Huffington Post lui a demandé qui a choisi le Budapest comme lieu de rencontre entre le président Trump, Zelensky, etc. Et Caroline Levitt lui a dit Your mom, ta mère. Et c'est pas la première fois ces dernières semaines qu'il y a eu des ta mère qui sont partis. Théo, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as dit ta mère à quelqu'un qui t'a posé une question? Je sais pas si je l'ai trop dit, hein, parce que C'est pour tellement pas moi, en tout possible. cas, sur voilà, ma génération, je sais pas si c'est ma génération, mais c'est quand tu réponds ça, c'est pas que tu réponds, c'est que tu dis viens, on va se taper. Donc les C'est ce que blagues j'allais sur dire. les darons, tout ça, moi ça a jamais été possible. Donc non non, ta mère là, ça veut dire vas-y, enlève ton cartable si tu veux. Viens, on va se mettre dans la cour et on va régler ça comme les yeux dans les yeux parce que non non, c'est pas le genre de réponse que tu peux lancer comme ça. Donc on est d'accord, c'est encore moins le genre de réponse que tu sors dans ce genre de situation. Mais ce qui est encore Euh, plus fou sur l'anecdote, parce que quand même, c'est pas simplement qu'elle a répondu, parce que c'était un échange de textos, c'est qu'en et après, plus, il y elle a un s'en est échange. vantée en Mmh. publiant elle-même l'échange et en le partageant elle-même, alors que la question, enfin, c'est assez fou. C'est là que tu vois quand même que ces gens sont complètement tarés, en fait. C'est que tu vois l'échange, tu vois clairement qu'il y a une personne qui pose une question Juste, développée, intelligente, pertinente, avec toutes les formes nécessaires, et donc un représentant de l'État qui dit répond ta ta mère. mère. C'est incroyable. Et qui, alors le ta mère est à la limite le truc le plus soft de l'échange. Parce que derrière, c'est votre journal de merde, vous êtes des merdes, vos questions sont connes. Et encore, j'y vais doucement. Mais enfin, bon. Et elle Vous monte faites de ça. la, Hmm. Vous Ouais, faites elle de fait la de la. propagande woko démocrate, alors que la question, c'est une question Hein. journalistique Il a juste très demandé classique pourquoi quelque part. Budapest? Ouais. Et en resituant un petit peu le contexte historique quand même, qui est pas neutre. Ah non, mais tu sens que les Hmm. gars, ils y vont à pas feutrer. Parce qu'il prend un ta mère direct. Tu parlais d'anecdotes. J'ai vu une anecdote complètement folle cette semaine de gars. Tu sais, on adore fouiner un peu ces comptes où tu as des types qui racontent la genèse de certains morceaux et tout. Est-ce que tu connais le morceau You Rock My World de Michael Jackson? Oui, oui. Voilà. Qui est celui de son retour avec l'album Invincible, qui est, bon, c'est Pas le seul terrible. morceau. Non, c'est le seul Voilà. morceau à peu près qui sort. On connaît la relation entre Michael Jackson et Michael Jordan, né d'un fameux clip dans les années 92, oui, je crois que c'est 92 de Jam, où on les voit tous les deux dans le clip. Et donc le gars raconte que Michael Jackson adorait Jordan et tout, et que à cette époque-là, quand il avait fait ce truc, dans la tête, ils avaient cette foutue pub Be Like Mike. Sometimes I dream that he is me, like Mike, if I could me like Mike. Et The Rock My World commence par na 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 na. Le Non. premier couplet. C'est Le premier inspiré de. couplet, remets-toi dans ça. Le premier couplet, My life never be the same. C'est like Mike, if I could be like Mike. Ils sont C'est fou ça. inspirés de ce truc-là. Le mec raconte ça.
Et tout le monde autour fait non, mais parce qu'évidemment, une fois que tu l'as, tu le captes, c'est incroyable. Et, euh, et donc, cette anecdote m'a rendu complètement dingo. Et je voulais savoir si toi, tu avais aussi une belle anecdote une fois que tu as entendu sur un morceau comme ça, sur un truc complètement improbable qui t'a jamais fait écouter le morceau de la même manière par la suite. Alors, j'ai des anecdotes, j'y réfléchis, parce que pour le coup, là, cette question, tu me l'avais soumise. C'est plutôt des histoires de morceaux que j'ai trouvé, parce qu'effectivement, sur les samples, là, il y en a des tonnes, hein, genre, le pire pour moi, c'est ce genre de choses, c'est, tu sais, des trucs qui ont été samplés par JD ou JD là. Donc, il y en a, en fait, tu dis, ah, il a capté la boucle, parfait. Il y a des morceaux, j'ai beau savoir que c'est ça qu'il a samplé, je comprends pas comment il a fait. Je comprends pas comment, avec la technologie de l'époque, il a pu C'est ça. recréer la boucle telle qu'il l'a faite. C'est incompréhensible. Moi, j'en ai deux, sinon des petites anecdotes. Tu sais, on parlait dans l'épisode spécial D'Angelo. Je voulais en parler et j'ai oublié, donc je vais la recaser là. Est-ce que tu sais pour qui était fait l'instru de Devil Spy, produit par DJ Premier? Laurie, Laurie. Laurie. C'est le projet, pour l'album le de Laurie. projet secret, voilà. En fait, DJ Premier avait fait cet instru pour un rappeur qui s'appelle Cannibus, qui avait une grosse hype underground à l'époque et qui avait aussi Mhm. la grosse tête. Et d'ailleurs, sa carrière a pas du tout été à la hauteur de son talent. Et donc, il lui avait fait ça sur mesure. Cannibus pointe en studio, il dit non, franchement, pas terrible, ça m'intéresse pas, il se barre. Et dans l'heure qui suit, D'Angelo passe un coup de téléphone à DJ Premier en disant bah voilà, on est dans les parages, est-ce que t'es au studio, etc. Il passe, il lui fait écouter l'instru de Devil Spy, et D'Angelo dit bah c'est parfait pour moi. Et effectivement, c'est parfait. Enfin, Ah bah oui. il est incroyable ce morceau parce que à la fois il y a un énorme contraste entre ce sur quoi t'es habitué à entendre D'Angelo chanter et en même temps ça match parfaitement. Donc merci à Cannibus d'avoir eu une trop grosse tête pour prendre cet instru. Voilà, ça c'est la première. Et la deuxième, c'est, j'imagine que tu connais ce morceau de Tupac qui s'appelle Brenda's Got a Baby, Bien dans sûr. lequel voilà, il raconte, en gros, il raconte une histoire tirée d'un fait divers réel, d'une gamine de 12 ans voilà, qui s'est retrouvée enceinte, qui a accouché et qui paniquait à déposer l'enfant dans une benne à ordures. L'enfant a été, les cris de l'enfant ont alerté quelqu'un qui a trouvé l'enfant, etc. Et il y a un auteur qui s'appelle Jeff Pearlman qui vient de sortir une biographie de Tupac qui s'appelle Only God Can Judge Me. Et cet auteur, il a réussi un truc assez dingue. Il a réussi à retrouver l'enfant en question, qui est dans la chanson. Il a réussi à retrouver la mère en question. Incroyable. Et en retrouvant la mère, il s'est rendu compte qu'elle, elle cherchait son gamin partout depuis sa naissance. Et il a réussi à les faire se rencontrer. Et ça, c'est une histoire que je trouve complètement folle parce qu'en fait, tout part du morceau. Si Tupac n'avait pas écrit un morceau tiré de faits réels, jamais cette mère et cet enfant se seraient retrouvés des années plus tard. Et je trouve l'anecdote complètement folle. C'est comment ça s'appelle cette émission? Il y a que la vérité qui compte, c'est pas ça? Ou tu sais, tu Oui, ouvrais le rideau, ils essayaient de se... un petit peu. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. C'est un peu de ça. Bah, ouais, ouais, grosse anecdote. Et d'ailleurs, tu parlais de D'Angelo et DJ Premier dans l'émission Time sur Radio Grenouille. On a mis en musique un petit peu notre émission Hoop Culture de la semaine dernière. Donc, on a joué beaucoup de morceaux. On a fait une émission 100% de D'Angelo. Et j'ai joué ce fameux remix de Lady de Premier. Et en effet, c'était vraiment pas cassé les fesses, hein. C'est pas le meilleur. Non, 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 c'est clair. Un petit breakbeat qui fonctionne, easy, et puis ça Ouais, roule. avec un derrière qui est un peu relou. Exactement. Je sais, est-ce que tu connais Adem Bona? Oui. Oui, qui est le rookie des Sixers. Petit bizutage de rookie, comme chaque année, on voit souvent ils te remplissent la voiture de popcorn. Alors j'ai toujours une pensée émue pour le pauvre gars de la manutention qui arrive le soir dans le parking et qui voit du popcorn partout parce que j'imagine que c'est pas eux qui vont le ramasser et qu'après ils roulent dedans. Enfin, je sais pas comment ils. Je sais pas, la voiture tu la jettes. Moi je pense que ça m'arrive. La voiture tu la jettes. Je sais pas comment t'arrives à enlever tout ça. Mm. Bref. Sauf qu'Adem Bona, lui, il est carrément rentré dans le vestiaire et il a vu sur sa chaise la roue de sa voiture. Donc, tu as des gars quand même,
qui ont je sais pas combien d'années en NBA, ils ont pris le temps de dévisser la roue, les roues de SUV énormes américains, donc qui doivent peser à peu près 600 kilos, et de l'amener dans le vestiaire, de la mettre là. Bon, la vanne est assez drôle, quand même, c'était assez marrant. Mais ma question, c'est est-ce que toi, tu as déjà bisuté quelqu'un chez Rivers de cette manière? Je pense bien évidemment à Shai, Antoine, Benjamin. Moi, je suis trop loin pour que tu me fasses ça, mais j'ai peur qu'un jour, quand je viens à Paris, je me retrouve, je sais pas, je prends un avion et en fait, il n'y a qu'un moteur, un truc comme ça, on sait jamais. Mais voilà, est-ce que ça t'est déjà arrivé de bisuter quelqu'un au sein de la rédaction à ce point? Non, non, honnêtement, les bizutages, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté, globalement. D'ailleurs, il y a peu de temps là, enfin, j'y pense que j'ai vu euh, j'ai vu que ça se faisait encore, notamment dans des écoles de médecine, etc., avec toujours des déviances vraiment alarmantes. Donc non, non, j'ai jamais aimé cet aspect, ce côté, c'est parce que tu es un des plus jeunes, il faut que tu dois le respect à... ça, je le supportais pas quand je faisais partie des plus jeunes, et c'est pas quelque chose qui m'a intéressé de reproduire une fois que je faisais partie des plus âgés. Donc non, non, ça franchement, je pense pas. Même, tu vois, quand j'étais dans des équipes sur la fin, quand les dernières années où je jouais, j'étais plutôt du genre à bien aimer quand il y avait des plus jeunes, tu vois, être plutôt dans le relationnel avec eux et justement leur dire non, mais aux entraînements, vas-y, ben. Si t'es meilleur, tu prends sa place et c'est tout. Y a pas de. Pour moi, j'aime pas les histoires de bizutage, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop. Et là où je vois que je vieillis, j'insiste, hein, mais quand j'ai vu le truc d'Adem Bona, quand j'ai vu la voiture remplie de popcorn, j'étais quand même assez choqué par le gâchis Ah ouais. alimentaire. Ça a quand même pas de sens. Et tu vois, même ce que tu dis sur la roue, ça m'a plus fait rire, effectivement, mais ça m'aurait plus fait rire si j'avais pu me dire, ah, ils sont pris la tête à démonter la roue, sachant que c'est pas eux qui l'ont fait, quoi. Ils ont demandé à trois gars de la franchise de le faire On est pour eux, bien donc d'accord. voilà. C'est ça qui est très limite. Je vais demander à d'autres rookies certainement de le faire pour eux. Oui, exactement, exactement. Et toi, t'as déjà été victime ou témoin ou à l'instigation de bizutage en tout genre? Bah oui, t'as beau dire que t'as rien fait. Moi, quand tu m'as dit tu veux rentrer à Rivers, tu m'as dit tu vas faire une interview de Kyle Lowry et c'était Lowry tout court. Donc j'en reviens à Lowry. Donc Non, toi, vrai bizutage. Je t'ai demandé d'écrire sur des joueurs que tu détestais, je savais pas du tout. ah oui, ça c'est vrai. Savoir que pendant avant que tu me donnes l'immense honneur de d'écrire dans le MOOC, je faisais tout ce qui était sneakers sur Basket Session et un jour tu m'as dit ouais tu veux pas écrire dans le MOOC et tout et genre les 3 premiers MOOC où tu m'as fait écrire, tu m'as filé mes pires némésis, c'est-à-dire Asia Thomas, je sais plus des gars des Pistons, enfin tous les gars c'était et donc, après, je me disais, je vais écrire sur ces gars-là. Je suis sûr que je vais apprendre plein de choses et ça va me faire voir autrement. Ça me les a fait voir encore pire. Je déteste Pourtant, encore plus ça. t'as vraiment fait preuve d'honnêteté intellectuelle parce que notamment ton portrait d'Isaiah Thomas qui était dans le MOOC spécial Chicago est Ouais. vraiment super quoi, avec toute son histoire de famille, histoire d'enfance, etc. Ça, tu le sens pas à la lecture voilà, que c'était un des joueurs qui t'horripilait à ce point. Non, mais tu m'as évité Chris Paul, quoi. Ça, dans le, j'avais très peur quand tu m'avais dit sur le MOOC Playmaker d'avoir Chris Paul. Non, j'avoue que j'ai pas eu droit. Merci Et beaucoup. encore le temps, hein, sa carrière n'est pas terminée. Tu sais pas ce que demain te réserve. Si on fait un grand MOOC qui s'appelle Fuck You, peut-être qu'il y aura tous ces gens-là, tu sais. 300 pages sur les joueurs, sur les gens qu'on n'aime pas. Ça sera notre dernier numéro, tu sais, quand on sortira la fin venir, on terminera sur toutes les choses qu'on s'est pas permis Tu de sais, quand on est publier enfin méchant, pendant que 25 ans. Voilà. tout le monde loue notre bienveillance depuis des années, et enfin, on est vraiment horrible. À propos de MOOC, j'ai regardé, alors tu n'as pas regardé, on va peut-être en parler un petit peu, j'ai regardé Starting Five, j'ai pas encore Ouais. fini, et dans Starting Five, ben, on voit le MOOC sur les Spurs apparaître. Ça, c'est incroyable. Je t'ai C'est toi qui m'as envoyé le envoyé truc. la capture Ouais, je t'ai d'écran. envoyé la Ouais, capture d'écran. complètement fou. Ouais, Donc le MOOC, d'ailleurs, on t'avait envoyé, je me rappelle, la capture d'écran quand on était avec Antoine et Shai à Bercy. ouais. On l'avait vu sur l'écran et du coup, on t'avait fait la capture d'écran. On l'avait, sur le coup, on n'avait pas pu parce qu'on s'était fait avoir, mais du coup, on était allé sur la retransmission en direct sur nos téléphones, sur le League Pass, pour essayer de te trouver le temps mort où il y avait ce truc-là et on t'avait envoyé. Bon, bref, on le revoit dans Netflix.
Est-ce que tu as un souvenir de l'endroit le plus incroyable où tu as vu le Mook Rivers, à part ça? Oui, alors pour le coup, il y en a deux. C'est deux fois le MOOC New York. C'est le fait qu'il ait été dans les mains de ah, c'est Spike fou. Lee? Attends, de Spike Lee, bien entendu. Ça, complètement fou, franchement, de voir Spike Lee avec le MOOC en train de le feuilleter et de le décrire, etc. Et qu'il ait été entre les mains de... Ah, c'est fou, je suis en train de bugger complètement sur le nom de ce joueur de street légendaire de New York qui a choisi qui gagnait plus d'argent dans la rue que Ah sur... oui, de Pee Wee Kirkland. Merci, de Pee Wee Kirkland. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment deux icônes personnelles. Jamais j'aurais imaginé... Tu sais, dans les 7 degrés de séparation, là, jamais j'aurais imaginé que notre MOOC ou nos publications puissent être entre leurs mains. Donc ouais, je pense que c'est ces deux choses-là qui me viennent en tête. Ouais. Ah bah là, en plus, avec notre copain Emeric Carter, Emeric Parker, qui est Ouais. fraîcheur, on est en prise directe avec Pee Wee Kirkland, hein, puisque... Mais Bah, c'est vrai que c'était grâce à lui, hein, c'est par son c'était chouette intermédiaire. Ouais. parce que c'était Rivers qui était au départ une publication de street, de basket très, très street. Bah, finalement, c'était chouette que ce soit adoubé par certainement le joueur de playground le plus iconique de l'histoire. Moi, ça m'a fait quelque chose aussi de voir Spike Lee avec, parce que j'avais eu le plaisir d'écrire son portrait, donc je me suis dit, il Ouais. va voir de loin. Tu sais, on se demande toujours si les gens, les joueurs, à un moment où, même quand j'avais écrit sur Tipeee, est-ce qu'il a lu le truc, est-ce que tu vois, bon, bref. Et donc de voir ça, de voir Spike Lee avec ce... Alors, je sais pas quel volume il a, parce que moi, j'étais allé en 2022 à New York, et j'étais allé poser chez 48 Acres, sa boîte de production, le MOOC New York qui venait de sortir. C'était pas encore la réédition, donc il n'y avait pas son portrait dedans. Enfin, je crois pas qu'il y ait son portrait dedans dans la version initiale. Il me semble qu'elle est Oui, dans non, le... il était sur la cover. Mais là, celui qui feuilletait, c'était la réédition dans lequel C'était il y a le portrait qui est Voilà. écrit. Ouais. Donc Ouais. moi, celui que j'avais posé, à l'époque, il y avait un gars qui sortait du truc, j'avais attendu je sais pas combien de temps, j'avais sonné, Mm. et un gars était descendu, je lui avais donné l'exemplaire, donc je sais pas si qu'il avait réellement eu, mais en tout cas, il était dans ses locaux. Je sais pas s'il s'y baladait, mais le MOOC avait déjà fait une première étape à cet endroit-là, et donc c'était marrant de le voir finalement, réellement, avec cet exemplaire, c'est génial. Je suis Ouais, et d'accord puis avec toi. j'étais d'autant plus touché que forcément j'ai une grosse pensée pour Yann Dallon, qui avait artiste incroyable, qui avait réalisé la Bien sûr. couverture de Smook et voilà, qui est disparu bien trop jeune. Donc c'était assez émouvant effectivement de le voir avec ça en main. On a eu une petite émotion quand même de voir Michael Jordan à la télé sur NBC dans son émission qui s'appelle Inside to Excellence, en toute modestie. Mais on a vu une interview de lui et en fait, tu sais, on en avait parlé et à un moment on se disait quoi attendre et tout. Et en fait, j'étais totalement fasciné par le fait de le voir. Déjà, alors je sais pas si t'as remarqué, il a vachement maigri. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Il est vachement mieux. Et je pense qu'il aurait raconté ce qu'il a mangé avant-hier, qu'il a mal digéré et qu'il a passé 2 heures aux toilettes. Ça m'aurait fasciné pareil que quand il raconte qu'il n'a pas touché un ballon depuis un an et qu'il s'est cagué dessus pour mettre un lancer franc devant des gamins. Et d'ailleurs, il y a des images qui sont sorties de ce truc-là aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu, Ah non, je mais les ai pas vus. Ouais. Ouais. tu as entendu l'histoire. Tu sais, il raconte qu'il n'a pas touché un ballon depuis un an et que la dernière fois, on lui a donné un ballon entre les mains. Il y avait des gamins, je sais plus, dans la maison qui louaient avec des copains et tout. Il y avait un terrain de basket et il y avait tous les gosses autour et on lui a demandé de shooter un lancer franc qui rentre en faisant un switch évidemment. Et en fait, sont sorties les images de ce truc-là. Donc il raconte, il Ok. dit vrai, hein, c'est-à-dire le truc, tu le vois, il est un peu, enfin, il a pas très peur, mais c'est là que tu vois qu'il est beaucoup plus affûté. Et donc j'étais mis. Moi, j'avais l'impression de regarder de l'IA, tu sais, je me disais c'est pas possible. Ce mec va quand même pas nous parler. Parce que la dernière fois qu'on l'a vraiment vu parler, c'était The Last Dance et ça nous avait fasciné. Je me suis dit, mais on va avoir Jordan tous les 2 jours maintenant. Voilà, ça m'a fasciné. Je voulais savoir ce que ça t'avait fait, toi, de voir ça. Ouais, bah le charisme du gars est quand même indiscutable. Je sais pas combien vraiment de fois on le verra dans l'année. Je me demande si, tu sais, s'ils ont pas filmé aussi tout un très long entretien dont ils vont extraire Possible. des petits morceaux, voilà, au fur et à mesure, parce que je le vois quand même pas non plus devoir, tu sais, se mettre ça dans son agenda et se prendre la tête trop
C'est pas comme s'il avait besoin. Mais oui, c'est toujours. Il a su garder cette mystique, cette aura malgré tout, quoi. Il a besoin de sous quand même. Oui, bah oui, pour ses petites œuvres. Bah pour ses études des petits-enfants. Mm. D'ailleurs, à propos de sous, quand je vois Allen Iverson en ce moment, qu'on voit beaucoup avec l'histoire de son documentaire, Allen Iverson, qui, donc, dans l'inconscient collectif, est devenu le visage du joueur ruiné, tu sais, Mm. NBA, avec des colliers de rebelote à 400 000 ou 500 000 dollars, que je me demande si c'est pas, il les a pas fait avec, avec les bijoux du Louvre. Je me dis que finalement, ça va. Tout va bien pour lui, mais incorrigible Allen Iverson, quoi. C'est-à-dire, il a toujours dit qu'il avait déconné avec ces trucs-là, mais alors maintenant, il a des trucs mais, qui prennent toute sa poitrine. Tu parlais de Michael Jordan. Il jouait encore au moment où LeBron James est arrivé dans la ligue, et on en a parlé, plein parlé. C'est la première fois depuis 23 ans qu'il n'y avait pas LeBron sur une opening night en NBA. Et donc, ils se sont amusés, les gens, à dire qu'est-ce qui n'existait pas la dernière fois que LeBron n'a pas participé à une saison NBA. Eh bien, écoute ça. Il n'y avait pas d'iPhone, ça n'existait pas. Il n'y avait pas YouTube, il Ouais. n'y avait pas The Office. Ah, c'est marrant ça. Tu vois, Ouais. ça, je l'avais pas vu venir. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Rihanna. Shaq et Kobe jouaient encore ensemble. Et moi, celle qui m'a le plus étonné, le Big Three des Spurs n'avait pas encore gagné de titre. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais, Ben voilà, bah, c'est ouais. celle-là, moi, Ok, je me ouais. dis, ouah, tu vois, c'est même pas YouTube, machin, parce qu'en effet, les choses passent tellement vite, l'iPhone, c'est de me dire, ah, c'est à ce point, quoi. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas encore gagné les trois. Ah oui, c'est ça, parce Parker avait gagné avec Duncan, mais Ginobili était pas encore là, c'est ça? Ils avaient Ouais, gagné ouais, le c'est ça. premier titre simplement. Ouais, c'est ça. Ah oui, ah oui. Oui, c'est marrant. Bah, pareil, genre, je me serais planté là-dessus, tu vois. Ouais, voilà, moi, je serais Mm. complètement planté là-dessus. Euh, Et Big Three, dont tous les membres sont à la retraite, pareil, alors que le Oui. monde continue de jouer. Et, et depuis, Ouais. Et depuis. et depuis belle lurette, tu vois. Mm. Euh, D'ailleurs, attends, c'est une question que j'allais te poser sur Tim Duncan. Tu me l'as envoyé ce matin. L'affiche du film qui va sortir sur Tim Duncan, donc qui s'appelle Le gars de Sainte-Croix, c'est ça, C'est ça. voilà. Ou pour l'affiche, ils ont pris, je pense, une photo d'un iPhone qui devait être là, qui devait être dans l'iPhone d'un cousin à lui, avec l'affiche la plus éclatée de toute l'histoire. Tu sais, c'est les mecs, ils se prennent en photo comme ça, avec une story genre 3 ans que j'ai pas touché un ballon, dur la reprise. Tu vois, ce style-là, avec une tête de prof de sport tu sais, ou un mec qui tient un shop de vinyle de musique caribéenne au cours Julien à Marseille. C'est ce que j'allais dire. C'est Qui a un incroyable. magasin de surf, tu sais, à Biarritz. Oui, c'est ça. Mais voilà, remarque, on aurait vu un truc chiadé, on aurait dit qu'est-ce que c'est que cette connerie. Donc là, au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et j'ai hâte de voir ça avec son short trop grand, camouflage avec son t-shirt trop sale, bleu, qu'il doit avoir depuis l'époque où LeBron James n'a pas joué un opening night, à mon avis. Donc, qu'est-ce que tu attends de voir Mais ça? ça, je suis curieux de le voir, hein. Alors, Moi aussi, j'ai hein. cru comprendre que ça avait été réalisé par quelqu'un de sa famille, hein, parce que Alors, c'est un son Duncan qui a... cousin, je crois que C'est son son cousin, cousin. c'est ça, ouais. Je suis vraiment curieux de le voir, parce que c'est quand même un mec qui a traversé toute sa carrière en étant extrêmement discret, secret. Tu vois, j'ai même pas de mémoire d'entretien marquant de Tim Duncan, donc j'imagine que c'est un film sur lui, il est obligé de se livrer un peu, hein. Sinon je pense qu'on peut faire les sous-titres du film entier en 15 minutes, hein. Si, si c'est que des images, tu sais, bref, non, pour le coup, je suis vraiment, vraiment très curieux et intrigué par ce film. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de voir, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on voyait Tim Duncan hors parquet, je me rappelle d'une image où je crois il y a Tony Parker qui inaugure un club chez lui ou qui ouvre à San Antonio, et lui, il est là et tu sens qu'il a tellement pas envie d'être à l'inauguration. Il arrive, il dit bonjour, à mon avis, il est parti 20 minutes après. Tu sais, il a fait comme les gars qui Mm. vont à Cannes aux projections, ils rentrent d'un côté, ils sortent de l'autre. Il ressort direct. Et donc, ouais. Et en même temps, est-ce que j'ai envie de savoir, est-ce que j'ai pas envie de garder ce mystère autour de Tim Duncan en me disant, le mec, il a jamais envie de se livrer, on saura jamais rien. C'est ce qui le rend génial. Est-ce que j'ai envie de savoir certaines choses? Je sais pas.
Ouais, bonne question. Moi, je suis quand même curieux, quoi. En fait, je suis Tu vois que c'est un curieux. déglingo, le mec qui te dit ouais, moi, tu sais, comme dans, je sais que tu regardes le documentaire sur les Cowboys, où Ouais. le mec qui raconte qu'en fait, il louait une maison. Ouais, c'est moi qui gérais toutes les filles qui venaient, qui faisaient venir toute la drogue. Imagine, t'apprends ça. Le monde qui s'effondre. En fait, je suis même curieux de voir, tu sais, au-delà de ce qu'il va dire, de comment il va être, en fait. Est-ce qu'il va être à l'aise? Est-ce qu'il va raconter les choses, tu vois, à la Jordan assis dans un fauteuil? Ou est-ce que ça va être que des images d'archives et sa voix derrière? C'est tout ça, en fait. On l'a tellement peu vu dans ce type de situation, même si, voilà, il est habitué au fait de parler en public. Voilà, c'est pas, je dis pas qu'il est pas capable, tu vois, de le faire, mais je suis hyper intrigué, en fait. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de voir ça. Je sais pas, bah, ça sort bientôt, là, hein. Bientôt, je crois. Je crois que en fait, je crois que l'affiche que je t'ai envoyée, c'était parce que ça va être présenté à un festival. C'est Donc, je ça. sais pas si ça sera diffusé dans la foulée ou si ça sera simplement la projection au festival. Ça j'ai pas vu en détail. Déjà, rien que s'il y a de la promo, j'ai hâte de voir la Ouais. promo. Ça peut être très drôle. Euh, Il y a eu un truc intéressant qui a été fait là par le compte Clutch Point, qui souvent il s'imagine des situations un peu particulières. Et donc en recréant des 5 majeurs pour l'année 2025-2026 de 3 joueurs actuels et 2 légendes. Donc Ok. écoute, je vais te donner une dizaine d'équipes, tu vas me dire celle qui te tape le plus Ouais. dans les Lakers. On aurait Luka, LeBron, Austin Reeves avec Shaq et Kobe. Les Celtics avec Tatum, Brown et Derrick White avec Larry Legend et Bill Russell. Pas mal ça. Golden State, Curry, notre ami Draymond, Jimmy Butler avec Wilt, Eric Barry. Pas mal aussi. New York avec Bronson, Kat, Michael Bridges, Pat Ewing et Walt Frazier. Houston, ah, ça j'ai bien kiffé, avec KD, Şengün, Van Vliet, Hakim et T-Mac. Ah oui, j'avais pas vu venir T-Mac, tu vois. Ouais, je Ouais. vais pas venir T-Mac. Euh, les Mavs avec Cooper Flag, AD, Kyrie Irving, Dirk et Jason Kidd. Un que j'ai beaucoup aimé, celui-là va te plaire. Orlando, Banchero, Jalen Suggs, Wagner, Penny Hardaway et Dwight Howard. Ça, c'est pas mal. Denver, ça aussi, avec Joker, Murray, Aaron Gordon, Melo et Alex English. Je garde mes deux meilleurs pour la fin. Un autre, les Clippers avec Chris Paul, Kawhi Leonard, James Harden, Dede Jordan et Blake Griffin. Bon, ça, d'ores et déjà, tout le monde serait ce 5 ne passera pas la fin octobre. Et mes deux favoris, Minnesota avec Anthony Edwards, euh, Rudy Gobert avec Randle, avec Garnett et Rubio. Ah, Rubio. Ouais. J'ai cru qu'ils allaient sortir Terrell Brandon, tu vois. J'ai tellement Non, aimé ce non, joueur aux avec Wolves, Rubio Rubio, et ouais. les Spurs, avec Victor, avec Darren Fox, avec Vassell, avec Tipeee et avec Duncan. Et pour moi, ça c'est, j'ai pas mieux. C'est les Spurs qui te Ah, font le c'est plus. fort, ça. Il y a de la technique, il y a de la vitesse, il y a de la jeunesse, il y a des tarés. C'est bon, Tipeee et Victor, ça pourrait être quand même quelque chose, tu vois. Avec Duncan derrière. franchement. C'est marrant cet exercice. Moi, je t'avoue que pour le coup, alors, c'est marrant parce que c'est vraiment pas l'équipe qui m'a le plus fait fantasmer, mais là, le 5 que tu m'as sorti des Lakers en entrée, là, je Ouais, le c'est trouve pas mal aussi. tellement incroyable. Ah, bah, C'est. mais il y a un ballon, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Je tu pense que tu c'est la m'as dit, seule attends, donc il y équipe a où tu as Luka LeBron, Reeves, Shaq et Kobe, ça? Shaq et Kobe. Ouais, Déjà, Shaq et Kobe ouais, c'est ensemble, c'est clair. compliqué. Déjà que Pas c'est ce du que je me suis Lexus dit, hein. pour tenir la saison. J'ai dit Shaq et Kobe, déjà c'était dur. Donc avec les trois autres, enfin avec les, bon, Austin Reeves, lui, serait bien foutu derrière. Mais je vois pas comment. Sinon, ils jouent à 4 contre 5. Il faut sortir aussi une Reeves du banc, tu vois. Mais ils finiront à jouer à 3 contre 2, c'est-à-dire Lucas, Brown, Reeves contre Shaq et Kobe. C'est ça, ça le problème. Ah, c'est vrai, non, Moi, c'est j'ai vrai. bien aimé Orlando avec Banchero, Suggs, Wagner, avec Penny et Dwight Howard. Ouais. Si tu m'avais mis le Shaq d'Orlando à la place de Dwight Ouais, Howard, mais j'aurais c'est été toujours plus pareil. hypé. Ouais. C'est toujours pareil parce que Shaq il voulait pas jouer avec Penny parce que Penny touchait trop la balle. Donc c'est toujours Oui, pareil. oui, c'est Shaq, vrai, c'est je vrai, vois c'est pas vrai. où tu fous ou Shaq. Mais KD, Şengün, Van Vliet, Hakim et T-Max peut être pas mal aussi. Oui, oui, bah c'est clair. Non, non, c'est rigolo comme jeu. Ouais.
Très cool. Théo, pour aller voir les Knicks faire leur opening night, c'est 233 $ de moyenne. Et sinon, c'est 6 $ pour aller voir les Grizzlies. Quel est le max que tu mettrais, toi, dans un match d'ouverture de saison régulière? Ah, le contraste est tellement fou. Comparé, c'était fou. Euh, Bah, si j'avais l'opportunité, ça dépend de l'affiche, mais c'est vrai que 200 tu peux les mettre, hein, si c'est un truc vraiment qui te fait kiffer. Pour un Mais opening night? on ouais, ça dépend. Tu vois, le OKC Houston, il valait son pesant d'or quand même. Ouais, je suis Tu d'accord. vois, sur ce type d'affiche, quoi. Effectivement, si ton opening night, c'est, je sais pas, Charlotte contre je sais pas qui, les Kings, par exemple, là, je pense que, Charlotte, oui, Washington. je mets pas 200 balles, quoi. Ouais, Hornets, Wizards. Mm. Mais je crois Et qu'il n'y toi, a et pas, toi, il y a pas de place à ouais, 200 balles pour Hornets, Wizards, de toute façon. c'est un Ou abonnement. alors, mon pote, t'es courtside avec jet privé qui te ramène chez toi. Non, tu joues. T'es sur le terrain, tu joues. Ouais, ça dépend du match, ouais, c'est vrai. Si tu Mm. tapes, c'est horrible, je me rappelle, Opening Night, c'était quoi? Boston-Cleveland, où t'as Gordon Hayward Ah oui, qui se horrible. brise Ouais. au Ouais. bout de... Ah, c'était horrible. Quelle soirée Mm. de merde. Non, je ne mets pas ces sommes-là, non. Je pense pas, ou alors faudrait vraiment... Houston, OKC, c'est marrant, parce qu'en plus, t'as KD qui arrive, nouvelle équipe, à OKC, Mm. donc ça, oui, Puis peut-être. on leur remet leur bague et tout, c'est un peu, voilà, Voilà, c'est t'as soirée tout, là. gala, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est une vraie soirée, de gars. À voir. Euh, En parlant de Casey et de cette soirée de gala, Chet Holmgren, à la fin du match, est venu sur le plateau avec les consultants je crois que c'est Amazon, je sais plus, avec sa bague, et il monte sa bague à la caméra comme ça. Et quand tu regardes la photo, mon pote, est absolument exceptionnelle. Parce que à sa droite, enfin à sa gauche, il monte sa bague, et à sa gauche, t'as Grant Hill, Melo, Carter et T-Mac qui font. Tu sais qu'il la regarde la bague en se disant putain. Et eux n'en ont jamais eu. Alors, je pense pas que Chet Holmgren ait volontairement trollé ces gars-là, mais si c'est le cas, c'est un génie. Et je voulais savoir quel était pour toi le plus grand troll que tu aies vu, la plus grande scène de troll comme ça, sur un plateau télé ou sur un terrain. Alors déjà, le troll de Chet Holmgren, il est magnifique. Effectivement, je pense que c'est involontaire, même si quand tu regardes les vidéos que Chet Holmgren poste, c'est dur de savoir, tu sais, quel degré de recul il a sur ce qu'il poste, parce que c'est vraiment assez hilarant en fait. Truc de... En fait, quand t'as un corps qui est aussi spécial, tu peux pas tout faire comme tout le monde, et du coup, ces vidéos sont assez marrantes. Pour ce qui est de troll, franchement, je pense que l'un des plus grands trolls quand même de l'histoire, c'est certainement Lavar Ball. Toute sa campagne de promotion de ses fils et de sa marque, ça a toujours été basé sur le fait d'être un troll. Et il faut reconnaître que ça a plutôt marché, hein, parce que déjà, on est en train de prononcer son nom, alors qu'on n'est pas capable de prononcer, de donner le prénom de joueurs, même de superstars, alors que ses fils ne sont pas à ce niveau-là. Lavar Ball, pardon, je pense que c'est un de ceux qui a le mieux utilisé cette arme comme outil de promotion et surtout qui a réussi à se créer une personnalité alors que, voilà, encore une fois, les parents des joueurs, on les connaît jamais, quoi. Ah non, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, il nous a bien tenu le truc, quoi. Mm. C'était tous les jours, il était en roue libre, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ses chaussures étaient flinguées. Après, on l'a moins entendu, c'est clair. Ouais, mais tu vois, à dire qu'il fallait que les Lakers draftent son fils et que s'ils draftaient son fils, il faudrait qu'il fasse de la place et qu'ils organisent le jeu autour de lui pour le premier, que pour... je crois que je me demande si pour la Melo, il avait pas dit ouais, que les Warriors, ça pourrait être une bonne situation pour lui à condition en gros, qu'il lui donne le spot de Stephen Curry, quoi. Que Stephen Curry joue le lieutenant de luxe pour la Melo Ball. Des trucs tellement dingues que forcément ça fait réagir. Et alors, il y a aussi les franchises, hein, qui avaient l'air de dire que du coup, ça les faisait un petit peu peur, hein. Ils n'avaient pas envie de se taper ça au jour le jour, d'avoir un boulet comme ça à gérer en termes comment dire, de relations publiques. Mais ouais, ce qu'il a fait, c'est quand même assez exceptionnel. Je comprends qu'on déteste. J'ai longtemps détesté jusqu'au point où j'ai été obligé de reconnaître qu'il y avait quand même une certaine maîtrise dans Mm. tout ça. Tu vois, il a presque élevé ça au rang. Ah ouais, c'est vrai que c'était assez étonnant. Encore une fois, ça nous avait bien fait rigoler, tenu, mais un peu horripilé aussi. Et toi, Euh, t'avais des exemples, toi, de trolls qui t'ont particulièrement fait marrer ou...
Non, j'ai pas trop. Celui-là, celui d'hier, il est génial. Enfin, il est plus génial parce que quelqu'un a remarqué le truc. Mais je sais pas, il faudrait que je regarde. Mais des trolls, il y en a, hein. Même sur les Qui dit, terrains. ouais. Ouais, ouais. Draymond, il y en a. Tyrese, hein. Mm. Pour avoir regardé, Oui. franchement, Starting Five, on en reparlera. Je te conseille de regarder. On essaiera de débriefer ça. Mais rien que pour le match à New York, enfin, la saison, elle vaut le coup, rien que pour ça. Après, Mm. tout le monde est fidèle à son truc. Shea est flegmatique au possible. Des moments, tu as envie de le secouer. James Harden est un abruti stellaire. C'est-à-dire, j'ai rarement vu un âne batté pareil, qui en plus est persuadé d'être un génie. KD, moi, plus ça va, plus j'adore le personnage. Jalen Brown est un. J'avais jamais vu que Jalen Brown était une bestiace pareille physique, en fait. C'est un monstre. Mais il est un mec très sérieux, lui, ça rigole pas. Jalen Brown, on n'est pas là Mm. pour déconner. Et Tyrese qui a. Tu comprends pourquoi il a grandi avec Magic Johnson dans son salon jour après jour que son père lui montrait. Et en fait, le gars est aussi solaire que Magic Johnson. Mm. Euh, et, euh, et voilà. Et quand il raconte avec les images au ralenti le shoot à New York et quand il se prend et tout l'après qui est encore, c'est pas fini. Enfin, ça dure 2 minutes, ça te file des frissons et tu te dis, mais parce qu'en plus, il y a ce shoot et en même temps, il y a des images de l'équipe d'OKC qui regarde le match chez Shea. D'accord. Donc c'est assez génial. Euh, mais ouais, je trouve que récemment, ouais, Tyrese est quand même marrant. À ce niveau-là, il est bien relou, il fait chier quand il vient taper. Mais oui, moi, le plus grand troll, je te l'ai dit, sans troller, mais la plus grande chambrade que j'ai vue de toute ma vie sur un terrain de basket, c'est quand Steph Curry shoot et qui se retourne et qui se barre Ouais. avant que le. Voilà, pour moi, le plus grand troll de l'histoire, c'est ça. C'est au All-Star Game, quand je sais plus qui revient, je crois que c'est Trae Young, C'est ou je Trae sais pas Young. quoi. Ils se croisent Il du coup. Ouais. shoot au milieu de terrain, l'autre il se retourne, il fait ça va? Et l'autre, le ballon a même pas passé à une des lancers francs, qu'il est déjà reparti. Et il regarde Trae Young, il fait ah, t'es là toi. Et il repart. Moi, voilà. Cherchez pas, pour moi, le plus grand troll, c'est ça. Euh, cette semaine, Shai nous a demandé nos pronos de la rédaction pour la saison 2025-2026. Au-delà de tous nos pronos qui seront certainement totalement éclatés dans 2 mois. Mais comme d'habitude, moi, ce que j'avais envie de voir avec toi, c'est ta hot take. C'est celle-là, nous, qui nous plaît. On sait que c'est ta spécialité, les hot takes. Donc, ta hot take, c'est les Wolves seront la première équipe depuis les Warriors à faire une troisième finale de conf de suite. Ouais, parce qu'en fait, je les trouve sous-estimés en fait. Tu vois, quand je vois la hype autour des Lakers, par exemple, je comprends que ce soit les Lakers, mais finalement, les Wolves, ce qu'ils ont réussi à faire ces 2 dernières saisons, c'est vraiment pas anecdotique. Ils ont certes perdu Nickel Alexander-Walker. Je dis pas que c'est anodin, mais je me dis, voilà, ils ont une superstar, sans doute le joueur américain le plus proche de pouvoir s'approcher de la discussion pour le MVP, même si je pense que ça sera pas lui cette saison, mais il sera au moins dans la discussion. Ils ont gardé le cœur de l'équipe, je les trouve extrêmement bien coachés. Donc, à l'Ouest, finalement, même dans cette conférence qui est assez coupe-gorge, c'était plus en réaction au fait que je trouve qu'ils sont sous-cotés, en fait, que j'ai Mm. voulu forcer un petit peu le trait. Après, c'est le jeu des hot takes, c'est ça. Mais ouais, je pense que c'est une équipe qui va faire son bonhomme de chemin sans que personne la calcule trop et qui sera là et qui répondra présent au moment des playoffs. Et ça voudrait dire du coup que si dans la logique, hein, ce qu'on a regardé, OKC et Denver finissent 1 et 2, ça veut dire qu'ils tapent un de ces gars-là déjà en demi-finale de conf. Donc c'est fortiche, quoi. Ouais, bah, les saisons, c'est long. Hein. Les saisons, Mm. c'est long. On a vu hein, l'an dernier, enfin, les blessures jouent toujours énormément de. Et genre, un rôle extrêmement important. Effectivement, si aujourd'hui tu me dis les deux équipes seront au sommet de leur forme avec tous leurs joueurs, je te dirais pas forcément que les Wolves seront en finale de conférence. Mais voilà, finalement, Anthony Edwards est rarement blessé. Je pense que les scénarios des playoffs se déroulent jamais exactement comme on l'imagine à l'avance. Donc voilà, c'est ma hot take. Elle est parfaite. Elle est bien pensée et bien argumentée. Je te félicite.
Je t'ai pas du tout convaincu, t'y crois pas une seule seconde. Je vois que tu n'y crois Si, pas une parce seule que seconde. comme toujours, Théo, tu balances un truc, mais tu sais l'argumenter. Voilà, moi, ma hot take, tu vois, elle était moi aussi réfléchie, elle était argumentée. J'ai pris des stats, j'ai regardé. Ma hot take, c'était Steven Smith va s'en prendre une par un joueur avant le All-Star Game. Voilà, on sent la différence de niveau entre toi et moi tout de suite. Entre toi qui, qui voit l'effectif, qui regarde, qui compare. Moi qui suis dans la réaction immédiate. La D'ailleurs, tienne est Kendrick, certainement plus probable que la mienne au bout du compte. il est en roue libre. Dans Starting Five, on le voit, il est insupportable. T'as envie de le taper, quoi. Et par contre, Kendrick Perkins en a sorti une vraie hot take cette nuit qui m'a fait rire. En disant que Victor Wembanyama sera le premier joueur avec un contrat à 1 milliard de dollars sur 5 ans dans les mois qui viennent. Je trouvais que c'était pour une fois, c'était rigolo de sa part. Ben, on va passer à nos rubriques, Théo. Merci d'avoir joué au jeu des questions-réponses avec autant de qualité et de brio. Avec grand plaisir, comme toujours. Nous a demandé là, notre rubrique Tout va bien. Tout va bien, Théo. Tout va pas mal. Tout va pas... Globalement, ça se passe bien autour de la planète. J'ai l'impression que c'est plutôt Oui, cool. ça va bien. Tu sais, les gens nous disent souvent, on parle des États-Unis, mais c'est bien plus proche, en disant, ouais, chez nous, c'est bien plus proche que vous pensez. Cette semaine, c'est bien plus proche que ce qu'on a pensé. J'ai vu des images, Théo, d'un homme qu'on amène en prison pour association de malfaiteurs, pour pacte corruptif avec un fou furieux et un terroriste qui a du sang français sur les mains, clairement, sans aucun problème. J'ai vu des images des enfants qui sortent d'abord, de fan clubs, de gens qui l'ont accompagné devant, à la télé. On avait un plan 3D de la cellule de la prison où on disait là, il y aura ça. Là, c'est un petit, alors là, il y a deux petits meubles bas, deux rangements. Là, hier, et ben, c'est sa deuxième nuit en prison à l'ancien président de la République. Mais on est en train de tomber dans un piège. Enfin, enfin, c'est un piège béant, je pense, que tout le monde. Enfin, bon, alors, c'est toujours pareil, hein, c'est du sensationnalisme. On montre toujours les timbrés parce que ça fait plus parler que les vraies réactions peut-être des gens. Mais je trouve que la réaction des gens de dire ni plus ni moins ce qu'on entend outre-Atlantique, les radicales de gauche, que les juges sont de gauche, que la justice est instrumentalisée, Enfin, on entend des trucs là qui sont fous. Et attends, notre cher ancien président, qui donc est condamné par la justice française. Hein. C'est-à-dire que si toi, ça t'arrive, là, il ressort toutes les archives, vous disiez, il faut faire les peines, il n'y a pas de raison, personne n'est à l'abri. Toi, tu fais un quart, tu prends 10 ans, certes, et on dira bien fait pour ta gueule. Il a dans une cellule à côté de lui deux policiers armés qui montent la garde devant la sienne en permanence, qui dorment donc en prison avec lui. Ce qui n'est jamais arrivé, ça n'existe pas. Donc je me dis, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais tout va bien. Alors, ça m'évoque plein de trucs. Déjà, le truc sur le fait que la justice soit instrumentalisée, la séparation des pouvoirs, c'est fondamental à la, c'est à la, c'est fondamentaux de la démocratie et de la République, en fait. Ça. Donc ça, je comprends même pas, en fait. Ce qui me choque là-dedans, c'est que je comprends même pas que les médias relaient ce type de propos, en fait. Parce que c'est absurde. C'est la première chose que tu apprends quand tu es au collège, peut-être. Même avant, peut-être en instruction civique, séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. C'est la base, en fait. Dont le garant est le président de la République. Non, incroyable, incroyable. Non, mais c'est fou. Ce que j'ai bien aimé, quelque part, sur les images de manifestations qui m'ont halluciné autant que toi, c'était de voir que les gens se posaient la question de savoir. C'était tellement fou, quand même, que les gens se posaient la question de savoir si c'était généré par IA, en fait. Tellement c'est improbable et fou, mais bon. C'était fou les images des gamins et tout. J'avais l'impression de voir les enfants de Trump sortir, tu sais. Mm. Là, c'était complètement dingue. Euh, Pascal Pro, quand j'ai vu le visage de Pascal Pro, j'ai dit ah, Pascal Pro est au courant pour D'Angelo, il est très malheureux. Et finalement, c'était pas du tout pour ça. C'était pas du tout pour ça. Notre pays va mal, il a dit. Rien de... Bon, bref, tout va bien, Théo. Tout va bien. Très Nous bien. allons continuer. Un petit coup de cœur cette semaine? Un morceau peut-être que tu as écouté. Ouais, un morceau. Tu sais, il y a des artistes parfois que tu découvres à un moment, et pour une raison ou pour une autre, tu sens que c'est bien, mais que ça clique pas, ça te parle pas complètement. Moi, il y a un musicien comme ça qui s'appelle Weldon Irvine.
voilà, sur qui j'ai lu des choses. Je sais que c'est voilà un artiste de jazz et de funk américain qui a inspiré beaucoup de gens, que ce soit Mos Def ou Madlib, etc. Et j'avais jamais complètement accroché. Et là, ça y est, je suis tombé dans le trou. J'ai mis le pied pour de bon. Et donc là, je me suis immergé toute la semaine dans ces différents albums. Et il y a un morceau que j'adore qui s'appelle tout simplement, je vais te redonner, enfin tout simplement, je vais te donner le titre, Morning Sunrise, et qui a notamment été samplé par Jay-Z pour le morceau Dear Summer et par Larry June également. Et c'est assez... En fait, moi, c'est comme ça que j'ai bâti l'essentiel de ma connaissance musicale. Je suis parti du rap et comme ils samplaient d'autres types d'artistes, ça m'a forcé à remonter les échelons pour trouver les sources d'inspiration. Et donc ce morceau Morning Sunrise que je trouve magnifique est sur l'album qui s'appelle Sisters de Wilder Irving. C'est mon coup de cœur musical de la semaine. Je l'ai écouté en boucle. Eh ben, très bien. Moi, c'est un extrait du dernier album du jazzman Don Was, jazzman américain, qui, avec son Pond Detroit Ensemble, a sorti un album qui s'appelle Groove in the Face of Adversity, hein, donc avec une très belle cover d'une rue avec des magasins de disques, une vieille image de Détroit. Et bon, le disque est pas ouf hein, dans l'ensemble, mais il y a dedans une cover du morceau, c'est un disque qui est sorti la semaine dernière, hein, Midnight Marauders, morceau de Fat Freddy's Drop, certainement un des plus beaux, donc qui n'était pas sorti sous le nom de Fat Freddy's Drop, mais sur DJ Fitchy et Jojuki, donc DJ Fitchy qui nous a quittés cet été, et Fat Freddy's Drop qui donc a annoncé sa nouvelle tournée pour fêter les 20 ans de leur premier album, donc ils passeront par le Zénith de Paris au mois d'octobre 2026. Il fait une tournée en France également, donc Théo, si tu veux, on y va, mon copain, on y va tous les deux. C'est tonton qui régale, ouais. Je t'amène à Fat Freddy's. Mais voilà, donc cette cover de Midnight Marauders qui est bien réussie, son Don Was avec le Pond Detroit Ensemble. Très cool, je vais aller écouter ça direct. Est-ce que tu as eu un coup de cœur plus globalement? Écoute, un coup de cœur que vous allez me dire qui est le coup de cœur le plus rincé de l'histoire des coups de cœur. Tellement évident. Tu connais ce moment, Théo, où tu te retrouves avec tes enfants et tu dis, bon, ce soir, c'est les vacances, on regarde un film, comme vous voulez, tu donnes la télécommande, tu vas sur ta plateforme, tu dis, vous choisissez. 20h30, 20h, 21h12. C'est ce que j'allais dire. Toujours pas choisi. Toujours pas choisi. On t'a montré ça. Toi, t'as dit, non, mais attendez, vous l'avez vu 18 fois, les enfants. On va pas regarder ça encore. C'est connerie. On voulait pas voir un truc nouveau. Tu proposes un truc, évidemment, non, machin. Donc, tu fais le fameux truc. La roulette, comme ça. On ferme les yeux, la roulette. On appuie sur le bouton et on verra sur quoi on tombe. Bon. On est tombé sur un film avec Christian Clavier et Baptiste Le Caplin, qui s'appelle Jamais sans mon psy. La comédie française avec les couleurs acidulées françaises, la musique débile, Christian Clavier qui fait « Mais attends, mais c'est incroyable, on ne peut pas faire ça !» Tu vois, toujours avec sa même voix débile. Donc, au bout de 5 minutes, je coupe. D'accord? Je coupe. Logique. Donc, il est déjà 10h moins 10, c'est mort, la soirée, elle est claquée. Donc... Et donc, toi, tu zappes et tout. Et je retombe, là, par contre, sur un film qui venait de commencer. Et je retombe sur Intouchable, que j'ai vu 20 fois. Et que j'ai vu une 21e fois. C'est un chef-d'œuvre en comédie française. Voilà, c'est fin. Ça a, je sais pas combien de temps, je crois que c'est 2011 ou 12, donc ça a 15 ans. Comme ça, je pense, ça n'a pas pris une ride. C'est joué merveilleusement. C'est bien écrit. Je l'ai regardé du début à la fin. Je connais les dialogues. Je les ai vus 100 fois, donc par cœur. J'ai éclaté de rire. Encore, j'ai découvert des trucs. Donc voilà, mon coup de cœur de la semaine, imaginé comme il est nouveau, c'est Intouchable de Nakache et Toledano avec François Cluzet au Marcy. Mais si vous ne savez pas quoi regarder un soir, retournez voir Intouchable, vous allez passer un moment incroyable. C'est trop bien. C'est comme réécouter Voodoo. C'est trop bien. Moi, ce que je veux surtout, c'est que tu refasses les films de Christian Clavier à la place de Christian Clavier, parce que ton imitation était bien plus drôle que l'intégrale complète de Christian Clavier sur toute sa carrière. Le mec, il dit une phrase, il fait « Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?» Comme ça, encore en 2024, quoi. Et pourtant, j'aime bien Baptiste Le Caplin, mais là, Fan de basket. Alors, je sais pas, j'attends que le commissariat me rappelle, j'ai porté plainte et tout, au pénal, j'attends des dommages et intérêts, j'attends une incarcération réelle de Christian Clavier à côté de Nicolas Sarkozy, donc j'attends.
Donc je te tiendrai au courant. Mais voilà, Pas mal. Par contre, impeccable. je retiens ton idée de la roulette parce que moi, malheureusement, je revenais Non, c'est systématiquement horrible. à la dictature dans ces cas-là. Donc, vous voulez pas choisir, vous n'avez pas à vous mettre d'accord. Bah, c'est les parents qui choisissent. Mais Tu vas dans la la roulette, catégorie ça fait plus classique, démocratique. catégorie Hmm, les classiques, la roulette, et tu vois ce qui sort. Il sort, très bien. il sort, il sort les griffes de la nuit. Bien fait pour ta gueule. Fallait choisir avant. Les griffes de la nuit. C'est moi qui vais avoir peur. Je vais avoir plus peur que mes Ouais, enfants. moi Je aussi, déteste les films d'horreur, moi. moi aussi, je peux Je pas. peux Je pas me regarder cague, ces trucs-là. je me cague royalement. Allez, moi j'ai deux coups de cœur. C'est deux livres qui sont sortis les deux aux éditions Talent Sport. Le premier, c'est celui-ci, c'est l'autobiographie d'Allen Iverson La traduite en fameuse. français. Allen Iverson incompris. Voilà, aux éditions Talent Sport. J'ai pas encore commencé à la lire, mais je suis sûr que je vais me régaler. C'est quand même un des joueurs qui m'a le plus marqué, moi, hein, voilà, Mm. post adolescence. C'est un des joueurs vraiment qui m'a fait vibrer. Et le deuxième, toujours aux éditions Talent Sport, c'est un livre de d'Elvis Rocan qu'on avait reçu à plusieurs reprises, une fois à la fois dans Hoop Culture, mais aussi dans le podcast avec Shai et Antoine, et qui sort NBA sur un livre sur les 80 pour fêter les 80 ans de la NBA, l'histoire définitive NBA 80 ans. Voilà, c'est comme toujours avec de très belles photos, c'est très bien documenté, on retrouve l'intégralité de l'histoire de la Ligue sur 80 ans avec ses principales figures, les équipes emblématiques, etc. Une préface signée Marie Patrux, et ça, c'est disponible aux éditions Talent Sport. Parce que tu nous avais présenté déjà un livre sur les 80 ans où c'était Ouais, saison par saison. exactement. Donc là, c'est pas tout à fait le même concept. J'imagine que ça doit très bien se compléter. Comme ça, si vous cherchez des idées cadeaux, vous avez le choix entre les deux. Mais oui, j'avais pas imaginé, tu vois, qu'il y aurait autant de livres qui sortiraient pour cet anniversaire de la Ligue. Sinon, il y a le livre Air Jordan chez Assouline. Je sais pas si tu as vu sortir ce truc-là. Ah non? Ouais, mais il y a un livre alors qui coûte quand même la somme de 123 euros. Il y a deux versions. Il y en a une premium qui coûte 2300 $ avec une couverture en cuir. Enfin, c'est un livre qui fait 350 pages, je crois, avec énormément de photos inédites. Ça reprend à chaque fois à la fois la carrière, les chaussures, etc. C'est un très très bel ouvrage. Et sinon, la version, on va dire plus classique, qui coûte 123 $. Voilà, mais voilà, Livre à pour 2000 Noël, balles, 2300 avec un 2300, très coffret, bien. un sac dedans. Enfin bon, bref, le truc, c'est un truc collector. Je crois qu'il y a que 1600 exemplaires, je crois. Ouais, j'ai du mal à cerner le Ouais, concept 123 des euros bouquins à déjà 2000 pour balles, un mais ouais. Déjà, 123 c'est euros, déjà suffisamment. c'est Ouais. pas donné, mais c'est un vrai beau livre qui Hmm. n'est disponible que chez ces éditions-là. Voilà, on connaît c'est quand même du beau papier et il y a pas mal de choses inédites. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pu, tu sais, parfois sur leur site, tu peux un peu feuilleter 3 pages. Feuilleté, ouais. Sur les 3 pages, il y avait 15 photos, il y avait 14, j'avais jamais vu. Jamais D'accord. vu. Ok. Mm. Ok. Donc, Non, non, je vais aller jeter un œil. Non, j'avais pas Air vu passer Jordan, ça. ça s'appelle tout Air simplement. Jordan. Ok. Mm. Est-ce que tu as une relique à nous sortir? Théo, j'ai tellement peur de ta relique à toi parce que je sais que tu as trouvé une boîte magique dans je ne sais quel grenier, donc je ne sais pas. Tu sais que ma relique aurait pu être incroyable. J'étais sûr d'avoir encore la cassette de titre de Be Like Mike, du single, et je Ah ne oui? la retrouve plus. Je la retrouve Ah, plus. Donc c'est une ça aurait été catastrophe. magnifique, ça. Ouais. Ça aurait été magnifique. Donc, j'étais trouvé une relique qui est pas forcément une relique, c'est sorti il y a un petit moment, mais je trouve que le concept était original. C'était New Era qui avait sorti des casquettes sur ses équipes de baseball. Et tu sais, souvent, on voit les évolutions des logos. Et on repense aux logos qu'on aime bien. Bah là, ils ont tout mis, tu vois, sur une même casquette avec le départ à Brooklyn hein, dans les années 30. Puis, tu vois, l'évolution du B qui commence à changer, le déménagement à Los Angeles et puis le logo qui change légèrement à chaque fois avant d'être moins gros et de ressembler à celui-là, tu vois, 2012 à aujourd'hui. Voilà, c'était New Era qui avait fait ça. Dans le cadre des commémorations, j'en avais fait une avec New York, je crois, et une avec les Sox aussi, les White Sox. Très cool. Casquette des Dodgers, donc pour ceux qui nous écoutent. Casquette Ouais. des Los Angeles Dodgers qui sont en train de foncer vers les World Series avec leur phénomène Shohei Ohtani. Je sais pas que tu suivais tu suis le baseball, tu regardes un peu les matchs ou tu simplement les Absolument résultats? pas. Ah oui? Mais je vois ce Shohei Ohtani Ok, qui est donc ouais. le Lionel Messi, Michael Jordan actuel, qui fait des choses complètement folles, qui a fait une performance cette semaine qui est rentrée dans l'histoire. Donc, forcément, quand on est abonné au compte ESPN et tout, on voit passer ça On tout le voit temps. passer, ouais.
bien sûr. Allez, vas-y, Mais écoute, dégaine. et moi j'ai une question pour toi, Pierre. Est-ce que tu te rappelles d'un hebdomadaire français qui était 100% dédié à la NBA et qui s'appelait 23? Est-ce que tu te rappelles de ce magazine-là? 23. Donc là, je suis en Non train de seulement je m'en montrer le rappelle pas, mais je flyer. savais même pas que ça existait. Eh ben, tu savais pas que ça existait? Non. Putain, je suis étonné parce qu'en fait, ça n'a jamais existé. Tout simplement, c'est flyer pour ce qui devait être un, un hebdomadaire dédié à la NBA et qui n'avait finalement jamais paru et Incroyable. dans lequel je devais écrire. C'était l'équipe de Tyler, un des magazines pour lequel j'écrivais. Je passe le bonjour à François Boquier qui en était le rédacteur en chef et voilà, il était passionné de basket et il m'a dit est-ce que tu serais chaud pour qu'on essaie de lancer un hebdo sur la NBA? Donc moi j'étais Un extrêmement hebdo. chaud. On avait même fait des flyers, comme tu vois, qui a été distribué en entrée d'un. Je sais plus si c'était un match de pré-saison NBA ou un truc comme ça. Je pense qu'on a bien fait de pas le lancer parce que c'était au moment où Internet commençait à vraiment prendre de l'élan et donc je pense que ça aurait été sortir un hebdo alors qu'Internet décollait, ça aurait été un non-sens. Mais voilà, ça c'est une vraie archive quelle parce année? que quelle année je vois, il y a un Nash MVP, ça doit être 2005 peut-être, 2004-2005 dans ces années-là, je pense. 2005 j'aurais dit. Est-ce qu'il y a une Bon, date? Non, je vois pas de date. est-ce qu'on peut dire que grâce à l'avortement de 23, bah, tu as débarqué à Rivers finalement? Je bossais déjà, je connaissais déjà les gars de Rivers et je bossais. Ah bah ça doit être c'est après 2005 alors parce que ça doit être 2005-2006 plutôt. Alors, c'est peut-être sans doute plutôt 2006 parce que je collaborais déjà avec les gars de Rivers et j'aurais bossé pour les deux avec grand plaisir. J'étais Il y avait freelance à même un l'époque. site et le site il a jamais vu. Il y a une adresse de site, je Je sais vois, même ouais. pas si le site a vraiment existé quoi. C'était 23basketus.com. 23basketus.com. Je sais même pas si on avait posté des trucs là-dessus. Aucune idée. Donc voilà. Mais Putain, respect. je me rappelais limite pas que ça avait failli exister et certainement pas que j'avais un flyer de ce truc-là. Le plus grand magazine qui n'a jamais existé. Voilà. Et ben c'est ainsi que s'achève Hoop Culture sur ses rêves, ses rêves avortés, on va dire. Merci Théo. Merci Pierre Armand d'avoir piloté cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous en ce dimanche. On vous souhaite de passer une super semaine. Profitez à fond de... Là, c'est le moment où tu peux avoir un petit peu de l'enthousiasme et de l'espoir pour toutes les équipes. C'est même le moment où c'est cool de voir des équipes qui vont être nulles en fin de saison parce que t'as envie t'as envie de voir tout le monde sur le terrain. Donc Exactement. profitez bien et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut.